merci à toi. Hein. Merci bien. Non, 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 c'est bon, c'était juste pour vous. Bien, bonsoir. Au nom de la Haute École de Gestion de Genève, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de votre présence. Mon nom est Corinne Desjacques, je suis maître d'enseignement ici à la HEG et puis je dirige la formation en recherche de fonds. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 4 oratrices que je vous présente brièvement et puis leur parcours sera évoqué ultérieurement. Romina Migali, en charge de la recherche de fonds à l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants à Genève. Tiane Fleuret, qui est bénéficiaire dans la même association. Dominique Bruslan-Bobs, philanthrope. Et Michèle Johannis, directrice de la Fondation CHUV, qui nous fait le plaisir ce soir d'animer cette table ronde. Merci beaucoup à vous 4 par avance de vos échanges et de votre présence. Juste avant de passer à la table ronde, je vais vous faire une très brève présentation de l'école qui vous accueille aujourd'hui et très brièvement aussi de la formation dans le contexte dans lequel on vous accueille ce soir. Je ne serai pas long pour passer tout de suite la parole à la table ronde. Et puis à l'issue des échanges, il y a une période aussi où vous pourrez poser vos questions, remarques, suggestions, commentaires, échanges. Et puis on pourra continuer les échanges autour d'un verre à l'issue de toutes ces présentations. Voilà le programme pour la soirée. La Haute École de Gestion, sa mission principale est une formation bachelor. Elle propose 4 cursus différents et elle accueille à l'heure actuelle à peu près 1600 étudiants sur son campus. Ses autres missions complémentaires sont celles notamment de la formation continue. Le service de formation continue de la HEG propose une trentaine de formations certifiantes dans un certain nombre de domaines liés à la gestion, aussi large soit-il, dont la formation en recherche de fonds. Cette formation en recherche de fonds, elle est née il y a maintenant 4 ans. Elle a pour objectif de proposer une réflexion sur les différentes stratégies en fundraising, qu'elles soient numériques, qu'elles soient auprès de grands donateurs, auprès des entreprises par exemple. Et puis, chaque institution a peu de ressources, peu de moyens financiers, peu de temps à disposition. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller de manière la plus efficace, la plus efficiente sur des ressources, des outils et puis mener des campagnes qui s'adaptent à chacune des institutions en fonction des différents segments de bailleurs de fonds qui sont choisis. Le but ultime, c'est la fidélisation des partenaires qui va vous permettre un petit peu de répit dans vos recherches de fonds. La formation se structure autour de 2 grands modules. Elle dure 5 mois. On démarre la prochaine volée le 23 janvier 2023. Les 2 premiers mois sont consacrés au contexte de la recherche de fonds avec les différentes stratégies et un certain nombre d'aspects légaux, gestion de projet, finances liés au fundraising. Le 2e module au printemps analyse les différents segments de bailleurs de fonds, qu'ils soient les fondations, les grands donateurs, les entreprises, par exemple, avec quelques outils. La force de la formation, c'est un projet personnel qui est mené tout au long par les participants. Il est rendu 3 fois, évalué 3 fois par des feedbacks constructifs. Et le but, c'est vraiment la mise en application et l'appropriation de tout ce que les participants entendent pendant la formation, mais appliqué à leur propre projet sur leur institution à un instant T auprès d'un donateur T. C'est ça l'idée. Au final, on se retrouve
en été avec un vrai projet qui est là, qui est prêt à être envoyé à des donateurs et à mener des campagnes de recherche de fonds. Donc un cycle de 3 modules, disons 2 avec des interventions, entrecoupés d'ateliers, de coaching individuel ou en groupe notamment. La force de la formation, c'est les intervenants. C'est un groupe de 15 personnes issues du terrain qui viennent chacune et chacun avec leurs propres expériences, leur propre parcours, avec beaucoup de générosité dans le partage de compétences, mais aussi et surtout avec les expériences plus ou moins heureuses de comment faire, ne pas faire, qu'est-ce qui marche pas. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Michel Johannis, qui fait partie de notre groupe des intervenants. Gaëlle Cuyero, je ne sais pas si elle est déjà là ou pas, mais qui viendra peut-être aussi ce soir. Et puis Abena Laubert, qui devrait aussi peut-être être là. Alors, la liste sur notre site internet, ils sont 15, ils ont tous leurs propres expériences et sont très généreux dans l'échange. On travaille au maximum avec des groupes d'une quinzaine de participants. Ça permet justement cette proximité, ces échanges durant toute la formation. Alors, pour en savoir plus, on a prochaine séance d'information le 3 novembre. Le délai d'inscription, c'est le 30 novembre. Notre prochain événement, c'est dans 2 semaines. On sera à la Maison internationale des associations avec Abena Laubert notamment. Et on discutera de thèmes liés aux fonds affectés ou aux fonds libres. C'est le 18 octobre à midi. Prochaine séance d'info. Si aujourd'hui vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'apéritif. Il y a un certain nombre de diplômés qui sont là, parce que moi je vais forcément vous dire que c'est très bien. Donc toute personne qui a un badge de couleur sera à même de partager son expérience et puis vous donner une autre vision que la mienne, bien sûr, qui est forcément légèrement subjective. Voilà, on s'arrête là, puisque le but aujourd'hui, c'est de passer à un thème spécifique, fundraising, convaincre les donateurs avec un exemple de storytelling. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vais passer la parole à Michel Johannis et je me réjouis de vous retrouver à l'apéro une fois que ces échanges auront eu lieu. Merci beaucoup de votre présence. Merci Corinne. Merci Corinne. Bonjour. Merci d'être ici, chers participants, chères participantes, chers amis, chers étudiants à qui j'ai enseigné. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver à cette table ronde parce que j'ai été dans vos sièges il y a quelques années et puis ça m'a donné le goût de m'impliquer dans ce CAS vraiment d'actualité. Le monde de la philanthropie, comme vous le savez peut-être, se professionnalise à une vitesse assez rapide ici en Suisse. C'est un peu en lien avec tout ce transfert de fortune qui a lieu mondialement. Et donc, ce programme, cette intervention aujourd'hui, j'espère qu'elle va vous donner quelques petits outils ou un clin d'œil sur la formation et vous aider dans vos organisations avec lesquelles vous vous êtes engagés. Mon nom est Michel Johannis, ça fait bientôt, ça fait 30 ans que je pratique ce métier à 100%. J'ai travaillé pour plusieurs organisations, entre autres les Médecins sans frontières au Canada, avec l'Université McGill à Montréal, ensuite ici à Genève pour une ONG qui travaille sur les maladies tropicales qui s'appelle DNDi, Drugs for Neglected Diseases Initiative, et aujourd'hui je travaille à la Fondation CHUV à Lausanne. Alors ça c'est un petit peu sur moi. Mais j'aimerais présenter nos 3 intervenantes et puis on va commencer éventuellement avec une mise en situation assez rigolote. Alors la première personne que j'aimerais présenter, plusieurs parmi vous peut-être la connaissez déjà, c'est Romina. On va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien entre nous, donc soyez pas choqués. Romina Migali, elle est chargée de recherche de fonds, elle est rattachée à la direction de l'Association pour le bien des aveugles et les malvoyants à Genève depuis 10 ans. Donc elle fait ce métier depuis 10 ans. Elle a ramassé aussi beaucoup d'argent. Elle mène un programme de fundraising auprès des différents types de bailleurs de fonds, que ce soit des fondations, des individus, des sociétés. Elle organise des événements. Et lorsqu'elle le peut, elle intègre le storytelling auprès de ses grands donateurs pour les inciter à soutenir son organisation. Ainsi, elle arrive à récolter des montants importants pour soutenir des projets de l'association. Et par ailleurs, tout comme plusieurs d'entre nous dans ce métier, peut-être que ça vous parle aussi, elle est impliquée comme bénévole, est engagée auprès d'autres organisations, dont le comité de l'association, le Carré, qui accueille des personnes peut-être fragilisées ou dans le besoin. Elle est aussi sur un comité d'un club de basketball.
Et puis voilà, elle est une alumni de ce programme Volet 2020. Donc ça, c'est notre première intervenante. J'aimerais présenter aussi sa collègue. On a fait connaissance aujourd'hui. Ravie, Tiane Fleuret, de faire ta connaissance. Tiane, elle est née à Da Nang, au Vietnam, et a été adoptée par une famille suisse par l'intermédiaire de Terre des Hommes. Je ne sais pas si vous connaissez Terre des Hommes, mais voilà, c'est super. Elle a complété une formation initialement en masso-kinésithérapeute à une école à Paris pour les personnes handicapées de la vue. Par la suite, elle a complété une licence en anglais linguistique et en mandarin à l'Université de Genève. Et tout au long de ses études universitaires, elle a travaillé à la bibliothèque de braille romande de l'association de Romina. Donc les deux sont collaboratrices. D'abord, elle a travaillé à cataloguer en contribuant à informatiser toutes les fiches et aussi à parfaire ses connaissances. Et donc, intéressée par le domaine, elle a parfait ses connaissances en bibliothèque et complétant un certificat en sciences de l'information documentaire. Aujourd'hui, Tiane participe beaucoup à sensibiliser le grand public à l'importance du braille. Donc voilà, merci Tiane. Et je vais présenter à ma droite une philanthrope, une collègue, une amie, Dominique. Merci Dominique d'être ici aujourd'hui avec nous. Je connais Dominique depuis bientôt 5 ans. Elle a créé sa société de développement d'activités philanthropiques en Suisse et à l'étranger. Elle s'intéresse au domaine de l'éducation, de l'intégration sociale, la recherche médicale, le soutien à la cause animale, ainsi que l'environnement et la recherche des énergies renouvelables, donc tout un portfolio. Elle est très engagée dans plusieurs fondations et associations. Peut-être que vous avez vu son nom par-ci, par-là. Notamment, elle est membre du conseil de fondation One Nature Foundation, aussi de l'association Special Olympics, de la fondation The Russo Foundation. Elle est vice-présidente du Cercle des Amis de la Fondation du musée Chaplin à Vevey. Conseillère spéciale aussi pour une autre organisation, OMCT, World Organization Against Torture. Elle est marraine du fonds Lionel Perrier pour la recherche médicale contre le cancer du cerveau et du sein. Elle est sur le comité d'honneur pour cette association. Elle est aussi membre du comité de pilotage de Swiss Who's Who et membre de l'Advisory Board École 42 Lausanne, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, ne serait-ce, elle est aussi administratrice de la société JBF Finance et Conanco. Donc voilà, on a parmi nous 3 excellentes personnes et je me réjouis de travailler avec vous à cette table ronde pour répondre aux questions. Mais d'abord, je tourne la parole à Romina et Tiane. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tiane, ma collègue, est bénéficiaire de l'association du bien des aveugles et des malvoyants, et moi-même allons vous présenter un projet qui porte sur la production de 10 nouveaux livres en braille. Alors, je tiens à souligner que normalement, dans un cas pratique réel, les personnes auxquelles nous nous adressons ont évidemment préalablement reçu une demande de fonds un petit peu plus complète que celle que nous allons vous présenter ce soir de façon synthétique, mais on va tenter de vous intéresser à ce projet avec nous. C'est toi qui as le... Ah, merci Corinne. Alors, avant toute chose, nous aimerions vous présenter l'ABA, donc Association pour le bien des aveugles et malvoyants, en quelques mots. Donc, c'est une institution privée à but non lucratif qui a été créée en 1901. Sa vocation est d'améliorer la qualité de vie, l'intégration et l'autonomie des personnes en situation de handicap. À ce jour, elle compte plus de 1600 personnes aveugles ou malvoyantes qui bénéficient de ses services. Elle emploie une 50aine de collaborateurs et elle a la chance de pouvoir compter sur les compétences d'une centaine de bénévoles. Il s'agit de 3 services qui œuvrent pour
pour améliorer la qualité de vie, l'intégration et l'autonomie des personnes aveugles. Donc il y a la BBR, Bibliothèque Braille Romande et Livres Parlés. C'est le service qui va nous intéresser ce soir. Le CIR, Centre d'information et de réadaptation, qui se trouve à Chêne-Bougerie. Donc ici, nous avons des ergothérapeutes spécialisés en basse vision, en locomotion ou des assistantes sociales qui vont s'occuper des personnes. Donc ça peut être l'apprentissage du maniement de la canne blanche pour se déplacer en toute sécurité, adapter un poste de travail lorsqu'on perd la vue subitement, adaptation aussi en milieu scolaire, parce qu'à Genève, il n'y a pas d'école pour les enfants aveugles ou malvoyants, par souci d'inclusion. Et puis le CCA, c'est le Centre de compétences en accessibilité, qui lui va beaucoup plus travailler avec la ville au niveau du cadre bâti. Donc si on doit aménager un nouveau carrefour, à quel endroit est-ce que nous allons apposer des repères podotactiles, et ainsi de suite. Merci. Alors, la Bibliothèque Braille Romande et Livres Parlés, c'est l'unique bibliothèque romande qui produit des livres en braille depuis 1902. Alors, pour la petite histoire, en 1902, les livres étaient produits à la main par des bénévoles. Ils étaient poinçonnés à la main. Donc, vous pouvez imaginer le temps que ça pouvait prendre pour pouvoir produire un seul livre. C'est la seule bibliothèque aujourd'hui qui produit ce qu'on appelle du braille de masse. Donc, on vous montrera un petit exemplaire d'un livre en braille lors de l'apéro pour vous donner une idée concrète de ce que ça représente. La bibliothèque, elle produit également des livres audio. Donc, nous avons des bénévoles que l'on appelle donneurs de voix qui viennent enregistrer des livres au sein de notre studio d'enregistrement. Nous avons 3 cabines. Et puis, ces livres sont prêtés par la suite gracieusement à nos abonnés aveugles ou malvoyants. Chaque année, nous produisons en moyenne une centaine de livres en braille et 300 livres audio. Alors, le projet que nous vous présentons ici, c'est un projet qui nous permettrait de produire 10 nouveaux livres en braille. Les objectifs de ce projet visent évidemment à permettre aux personnes dites empêchées de lire d'accéder à la littérature et de continuer à apprécier la lecture malgré le handicap visuel, toujours dans un souci d'inclusion, évidemment. Et puis, comme dans chaque bibliothèque publique, de pouvoir proposer un catalogue littéraire riche et varié afin de répondre aux desiderata et aux besoins de tous les abonnés. J'attire aussi l'attention sur un tout petit point. On travaille également en étroite collaboration avec le département de l'instruction publique. Donc, on adapte des devoirs ou des supports pour les élèves déficients visuels pour qu'ils puissent suivre leur scolarité normalement. Alors, de façon très synthétique, on va vous présenter ici le coût de ce projet. Donc, qu'est-ce que coûte un livre en braille ? Le budget est basé sur un nouveau livre en braille. Donc, il faut savoir qu'un livre en braille, plutôt un livre classique que vous et moi pouvons lire, qui représente 250 pages, en braille, ça va représenter 10 volumes de 80 pages recto-verso. Alors, avant toute chose, pour pouvoir produire ce livre en braille, on va s'appuyer sur les compétences de bénévoles qui vont effectuer une relecture comparative avant que nous puissions transcrire ce livre. Ça représente environ 15 heures de relecture comparative par livre à 75 francs de l'heure si nous devions les défrayer. Donc, dans ce projet, nous avons la chance de pouvoir avoir une réduction de coûts qui s'élève quand même à 1125 francs. C'est très important à souligner, je pense, parce que c'est quelque chose qui n'est pas demandé dans le cadre, qui n'est pas demandé aux donateurs, et c'est vraiment un travail précieux qui est fourni par les bénévoles. Il y a par la suite un travail de transcription et de mise en forme qui doit être effectué avant l'embossage. Donc, on embosse un livre en braille, on ne l'imprime pas. C'est à peu près 10 heures par livre, ce travail de transcription. Donc, nous avons des transcriptrices braille.
on peut dire que ce sont des pseudo-traductrices. Et puis, elles ont besoin de 10 heures par livre à 75 francs de l'heure pour pouvoir transcrire ce livre. Donc, ça représente 750 francs. Le fait d'embosser, donc d'imprimer ce livre, donc c'est un livre, mais donc 10 volumes recto-verso de 80 pages, ça va représenter 75 francs, parce qu'on peut en 1 heure imprimer 10 volumes. Après, il y aura le travail de relure pour ces 10 volumes, qui va représenter une trentaine de francs. Le contrôle qualité, qui est effectué par une personne aveugle, qui va s'assurer que tout est en ordre avant que nous puissions le proposer à nos abonnés aveugles. Et puis, évidemment, le prix du papier, le prix du matériel, qui s'élève à peu près 36 francs 50. Donc, le coût total d'un livre en braille est de 928 francs 70. Alors, voilà, nous sommes ici avec Tian et nous souhaiterions vous demander si vous êtes prêts à nous soutenir. Mais avant toute chose, parce que les chiffres, ça va un moment, mais on va passer à la slide suivante, qui est quand même plus sympa que les chiffres. Et si vous avez une jeune bénéficiaire qui est en train d'apprendre à lire le braille, et puis on va terminer avec le mot de la fin où je vais passer la parole à Tian, qui va expliquer pourquoi c'est si important de nous soutenir pour pouvoir continuer à produire des livres en braille et pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Okay. Alors bonjour, j'espère que je ne vais pas trop vous embêter à papoter sur... Non, mais je vais vous expliquer en fait l'importance du braille dans la vie d'une personne aveugle ou très malvoyante. En fait, pour cela, je vais un peu peut-être m'allonger un peu sur mon histoire. En fait, j'ai une grande histoire d'amour avec la bibliothèque Braille Roman des livres parlés, surtout à partir d'un certain moment. Mais je reprends dès le début. Quand je suis arrivée en Suisse, donc je ne parlais pas un mot de français. Et puis, mais j'avais l'âge d'apprendre à lire. Donc ma mère m'a mise tout de suite à l'école, dans un centre, le centre pédagogique qui est à Lausanne. Mais malheureusement, comme je ne parlais pas français, je ne savais rien faire, je ne m'occupais que de mes chaussures. Et l'enseignante spécialisée m'a tout de suite renvoyée à la maison en disant qu'on ne pouvait rien faire de moi. Donc, quand même, finalement, j'y suis arrivée, puisque après, au bout d'un petit moment, j'ai pu rentrer à l'école, une fois que j'ai eu maîtrisé le français. Et là, j'ai commencé à apprendre à écrire et à lire en braille. Et pour moi, c'était une chose très, très importante de pouvoir enfin arriver à lire ce que ma maman me racontait comme histoire. Et je pouvais le lire de manière autonome. Et puis, j'étais très heureuse d'inventer dans ma tête les voix des personnages que je rencontrais dans les livres. Alors ça, c'était aussi quelque chose de génial pour moi. Et puis, alors il y avait quelque chose de moins génial parce que je ne suis pas une fanat des mathématiques, mais quand même, ça m'a permis de maîtriser les chiffres et même de faire des calculs. Là, vous savez, quand on place les calculs en colonne comme ça. Donc, j'ai aussi pu, avec le braille, placer les calculs en colonne et faire des divisions, multiplications et tout. Il y a même mon chien qui me soutient, vous voyez. Et puis, ensuite de ça, alors ça m'a permis, une fois que j'ai bien maîtrisé le braille à l'école spécialisée, au centre pédagogique, ça m'a permis d'aller dans une classe d'élèves voyants, d'être intégrée. En fait, pour tout vous dire, j'étais l'une des premières dans le canton de Vaud à être intégrée dans une classe à cette époque. Donc c'était dans début 80, dans les années 80. Avant, il n'y avait pas d'élèves intégrés. Donc, grâce au braille, j'ai pu suivre les études en même temps que les élèves. Et puis, ce qui était bien, c'est que les enseignants
certains enseignants ont pris la peine d'apprendre le braille et de pouvoir corriger mes travaux que je rendais en braille. D'autres enseignants, par contre, ont estimé que c'était trop compliqué, donc pour eux, je devais dactylographier les travaux. Et ben là, ça posait un problème pour moi, c'est que je ne pouvais pas me relire. Alors qu'avec le braille, ben voilà, c'est tout à fait possible. Enfin, dans les années 80, j'ai pu rentrer en école secondaire, toujours avec des élèves voyants. Et puis, finalement, ben, je suis allée à Paris, comme ça a été dit dans la biographie. J'ai pu faire mes études de massokinésithérapeute. Et grâce à l'ordinateur et au braille, ce coup-ci, j'ai pu obtenir le diplôme d'État. Et voilà, c'est pour vous expliquer qu'en fait, même si le braille est un vieil outil maintenant, mais il peut se coupler avec les nouvelles technologies. Comme vous voyez là, devant moi, j'ai ce qu'on appelle un bloc-notes qui me permet de lire mes notes et de savoir où j'en suis. Et donc, pour continuer, le braille a été aussi très important pour suivre les études à l'université. Avec ça, j'ai même pu lire en braille chinois. Donc, c'est pour vous dire que le braille, ça s'écrit dans toutes les langues. Et ensuite de ça, je l'ai utilisé, bien sûr, dans ma vie quotidienne et dans la vie professionnelle à la bibliothèque. Et à l'époque, la bibliothèque, elle me servait d'abord, quand j'étais intégrée, de fournisseur de livres. Avec ça, j'ai pu suivre les études. Et ensuite, ça a été mon lieu de travail. Et avec ça, avec le braille, donc j'ai pu aussi travailler. Et maintenant, je fais du catalogage. Et dans ma vie professionnelle, j'utilise le braille pour envoyer des messages, pour aller sur Internet, faire des recherches, transmettre des informations, enfin, tout ce qu'on fait dans la vie professionnelle. Ensuite de ça, je l'utilise aussi je sensibilise dans les écoles pour justement montrer que le braille est vraiment un outil précieux pour les aveugles et les personnes fortement malvoyantes. Et puis, ensuite de ça, où j'en suis? Est-ce que peut-être, Tiane, tu pourrais juste nous expliquer pourquoi les nouvelles technologies ne peuvent pas se substituer complètement au braille? Oui, ça, ouais, voilà. Alors, effectivement, on entend souvent dire que c'est pas la peine d'apprendre le braille parce qu'il y a une voix synthétique dans certaines technologies nouvelles pour les aveugles et que finalement, avec la voix synthétique, on s'en sort très bien. Mais si on réfléchit bien, la voix synthétique ne permet pas d'accéder à la présentation d'un texte, ne permet pas d'accéder à l'orthographe. Et puis, par exemple, si vous entendez une voix qui parle de la Migros, hein, vous n'avez pas l'orthographe de Migros, vous ne savez pas qu'il y a un S à la fin. C'est juste un exemple que je donne, mais il y a beaucoup d'exemples qu'on peut trouver comme ça. Et puis, de savoir l'orthographe, quand même, ça permet d'accéder à une formation et à une profession, finalement. Donc, c'est vrai que si on écrit une lettre de motivation pleine de fautes d'orthographe, je ne sais pas si ça marchera très bien pour trouver une place. Donc, c'est pour ça que le braille est vraiment important. Et puis, le braille, je l'utilise aussi dans la vie quotidienne pour étiqueter, pour m'y retrouver dans mes aliments, distinguer des emballages qui sont semblables, de retrouver les médicaments, parce que c'est toujours utile de donner le bon médicament à son mari ou à son enfant. C'est plus pratique. Ou de prendre soi-même le bon médicament. Et puis aussi, je l'utilise pour les loisirs. Finalement, je lis beaucoup en braille, beaucoup plus facilement qu'en audio, même si je lis aussi en audio, mais pour des textes, par exemple, où je dois me concentrer, je préfère lire en braille. Et puis, voilà. Donc les loisirs, la culture aussi.
je l'utilise, disons que si on peut trouver des expositions où c'est écrit en braille, c'est aussi une manière plus agréable pour des personnes aveugles voilà, de se sentir autonome et pas devoir tout le temps demander qu'est-ce qui est écrit là, est-ce que tu peux me dicter ça, enfin, voilà. Merci beaucoup de ton témoignage, Tiane. Romina, est-ce qu'on peut passer à la dernière slide? Mais bien sûr. Voilà, merci. Alors, est-ce que tu avais un mot de la fin ou bien c'est bon? C'est tout bon. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On voulait vous démontrer un petit peu l'art du storytelling et puis de le rendre vivant, d'impliquer nos bénéficiaires ou nos collaborateurs dans une demande de financement. Donc souvent, les fundraisers, on est peut-être derrière à essayer de monter le projet pour qu'il soit présentable à quelqu'un qui n'est pas de notre milieu. Alors ça, c'est tout un art. Alors merci Romina de ton courage d'avoir adressé le groupe aujourd'hui. Merci Tiane de ton témoignage qui nous fait comprendre la valeur de justement du braille et de son importance. Alors l'idée, c'était de vous montrer l'art de faire une demande de financement. Mais c'est sûr qu'il y a tout un processus derrière avant qu'on arrive à cet aboutissement. Justement, j'ai eu l'occasion de lire le rapport d'activité de l'ABA. Et puis, j'ai remarqué que, justement, ma question est à Romina. Vous avez reçu un soutien assez important de la Fondation Pierre et André Haas. Parlez-nous un petit peu de ce don et comment vous l'avez abouti. Merci Michel. Alors oui, la Fondation Pierre et André Haas, c'est une assez jeune fondation basée à Genève que j'ai trouvée en effectuant des recherches, tout simplement, qui avaient pour but de diversifier notre pool de grands donateurs. Alors la première chose que j'ai contrôlée, c'est si les financements qu'ils avaient précédemment octroyés étaient en alignement avec notre mission, donc ce qui était le cas. Et puis j'ai pris contact téléphoniquement. Donc j'ai établi un premier contact, proposé une rencontre, proposé une visite. Il y a eu un petit coup de cœur mutuel, je ne le cache pas, entre la personne qui dirige cette fondation et moi-même. Et puis, les projets financés s'en sont suivis. Donc, ils ont financé effectivement des livres audio, ainsi que du matériel qui permet aux lecteurs bénévoles d'enregistrer des livres à domicile, parce que il faut quand même dire que nos 3 cabines d'enregistrement ont atteint leur rendement maximal. Super. Voilà. Ma prochaine question est à Tiane. Brièvement, Tiane, parlez-nous de votre rôle en tant que collaboratrice et bénéficiaire à l'association dans l'obtention de soutien. Alors, en tant que bénéficiaire, et puis en tant que, comme personne aussi aveugle qui occupe, qui a un lieu de travail, qui travaille, disons. Voilà, oui, voilà, je vais y arriver. Hein. Excusez-moi. En fait, Romina, elle me dit souvent que je peux être une ambassadrice des personnes aveugles et malvoyantes et une ambassadrice de l'association pour le bien des aveugles. Et ça, c'est un des rôles que j'occupe. Et puis, lorsqu'elle reçoit aussi des donateurs, souvent, elle leur fait visiter les lieux où nous travaillons. Elle vient me voir pour que je montre aux donateurs mon poste de travail qui est adapté, qui a un ordinateur et une ligne braille, quelque chose qui ressemble à ce que j'ai devant moi un peu, avec du braille. Et je dis souvent, c'est mon écran. C'est l'écran sur lequel je lis, parce que je n'ai pas besoin d'écran comme vous utilisez. Et puis, aussi, ce que je fais avec Romina, c'est aussi des sensibilisations, des mini-sensibilisations aux donateurs. Comme ça, c'est un petit peu plus ludique
Donc on s'amuse à écrire des choses en braille ou à déchiffrer en braille pour montrer un peu voilà, l'importance du braille, puis montrer que le braille, ça s'utilise assez facilement, même quand on voit. Merci, c'est intéressant. Ça me rappelle quand je travaille à l'hôpital, parfois on a des projets de recherche en médecine qui sont très complexes à comprendre, mais quand on invite nos donateurs à venir visiter les laboratoires, et on a des jeunes doctorants qui sont voilà, ravis de faire connaissance, d'apprendre et de leur faire transmettre un peu leur histoire, leur storytelling, et de rendre leur recherche vivante. C'est vraiment un plus dans une façon de tisser la relation avec les donateurs. Dominique, ma prochaine question. Tu sièges sur tellement d'organisations, de fondations, tu en aides beaucoup, tu donnes, tu es bénévole. Comment les sélectionnes-tu? Comment tu sélectionnes ces organisations? D'abord, merci Michel pour ta très gentille introduction. Moi, j'avais envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. On a des enfants. Le cœur se dilate. Et quand on me demande dans combien de conseils de fondation je siège, ou de combien d'associations je suis proche, ou de combien de présidences ou de vice-présidences je suis incapable de répondre, et je n'ai même pas envie de compter, parce que la liste ne cesse de s'allonger. Voilà, mais j'aimerais juste dire une petite chose, si tu me permets, Michel. À Tian, tu vois, je suis très émue que grâce à Corinne aujourd'hui, nous soyons réunis, parce que nous avons fait connaissance tout à l'heure. Je connaissais évidemment le rôle de cette magnifique association genevoise, mais j'en ai appris plus tout à l'heure. Alors Tian, j'ai appris que le premier livre à lire le braille a été embossé à la main en 1902. C'est mon grand-père, en 1915, qui a inventé la première machine à imprimer le braille au monde. Voilà, oui. Et donc c'est aussi très émouvant, parce que voilà, c'était un homme profondément, qui a toute sa vie été, je pense, très, très, très soucieux de faire le bien, et de correspondre aussi, par ses valeurs, à ce qui était attendu de lui. Entre-temps, il a inventé des machines pour fabriquer des boîtes en carton. Mais voilà, alors l'histoire du braille, tu vois, ça me touche beaucoup, parce que je voulais faire le lien avec vous aujourd'hui. Et puis, une petite chose, Corinne n'est pas là, je crois. Corinne n'est pas là. Mais j'aimerais aussi dire, par rapport à la thématique de cette table ronde, où j'ai été sollicitée par Corinne en disant, voilà, on a cet échange autour de la problématique ou des enjeux de la recherche de fonds. Et puis alors, il y aura une personne qui va représenter une cause. Et puis alors, je ne savais pas encore que c'était vous. Il y a une personne qui va s'exprimer, une seconde personne qui sera et qui va représenter les fundraisers. Et puis, nous, on cherche le philanthrope ou le donateur. Et puis, on pensait que vous seriez voilà, bien dans ce rôle. Et j'ai dit, mais en réalité, c'est très intéressant. Cette question, c'est la première fois que je réalise, en fait, moi, de toute ma vie et ma mission de vie, c'est que je remplis ces trois rôles au travers de toutes ces causes, toutes ces fondations, tous ces projets pour lesquels je m'engage ou desquels je suis ambassadrice, avec un grand A. Et puis, évidemment, en s'engageant, l'eau du moulin, le nerf de la guerre, c'est de trouver les sous. Et puis après, c'est être aussi dans la posture d'être celui qui donne ou celle qui donne et qui peut donner, soit financièrement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, Michel, il y a tant d'autres manières de donner. Voilà. Alors, oui, répondre à ta question, oui, c'est aussi une question d'organisation, puis c'est beaucoup de travail, en plus d'avoir une grande famille, des enfants, des petits-enfants. Mais c'est, je crois, une vocation. Oui, en effet. La prochaine question, Romina. Comment tu t'y prends pour identifier des donateurs susceptibles de soutenir ton association? Quels sont tes critères, les critères que tu utilises? Alors, je crois que comme grand nombre de fundraisers, je fais ma Sherlock Holmes. Merci Internet. Donc, non, plus sérieusement, j'effectue des recherches sur Internet. Je regarde un petit peu les rapports annuels des autres institutions. C'est une véritable mine d'or.
la presse. Lorsqu'on parle d'un événement ou d'un projet qui a été financé, il y a le bilan, les 300 plus riches de Suisse que tout le monde connaît ici probablement. Après, il y a le réseau, les contacts personnels, les contacts personnels des membres du comité de l'institution. Et puis, pour aussi un petit peu travailler, si j'ose dire ça comme ça, les donateurs qui sont déjà acquis à notre cause. Donc, on a un logiciel qui permet d'identifier les grands donateurs et les donateurs réguliers. Et dans tel cas, j'essaye d'établir un contact. Excusez-moi. Établir un contact plus personnalisé afin de les intéresser à un projet. Concernant les donateurs plus institutionnels, en revanche, je fais toujours en sorte de ne jamais... je fais toujours les recherches suffisantes qui me permettent de m'assurer que leurs octrois sont en alignement avec notre cause. Parce que sinon, ça fait perdre du temps à tout le monde. Merci. Dominique, comment identifies-tu les organisations que tu souhaiterais soutenir ou bien est-ce que tu les laisses venir vers toi? Bon, la vie amène aussi les rencontres humaines, les réseaux, les tables rondes. Et c'est comme ça que quelque part, les projets, les êtres se rencontrent et entrent en synergie. Moi, je n'ai rien cherché. Depuis très jeune, je me suis sentie quelque part en lien avec les souffrances du monde. C'est un enracinement chrétien, c'est un enracinement d'être humain. J'ai aussi, pour des fondations humanitaires, été en Asie, en Inde, en Thaïlande. J'ai prié avec les hindous, je me suis recueillie avec les bouddhistes. J'ai des amis juifs qui ont des projets pour Israël. J'ai des amis palestiniens. Finalement, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune frontière. Mais j'ai à cœur, c'est vrai, si je m'engage pour une communauté ou pour une cause, de toujours penser aux autres et de quelque part militer pour qu'on construise des ponts et qu'on puisse dégager des grands dénominateurs communs plutôt que d'identifier et de mettre au banc tout ce qui dérange ou tout ce qui est différent. Voilà. Moi, j'ai toujours été sensible au droit à la différence, au droit de l'être humain. Oui. J'avoue que c'est un plaisir d'entendre ça parce que des fois, on a des donateurs, peut-être de notre génération, qui cherchent constamment l'impact, qui veulent décortiquer les budgets au point tel ou remettre en question certains éléments d'un budget. Il y a des fois, ils veulent savoir combien de bénéficiaires ça va toucher, qu'est-ce qui reste au bout du don, est-ce que ça sera pérenne, etc. Mais je sens en toi, Dominique, que tu vas au-delà de ça. Est-ce que j'ai raison? Et Michel, bien sûr, tu as raison. Il y a l'aspect émotionnel, l'aspect intuitif, et puis après, comme toi, 30 ans finalement d'expérience sur le terrain. Je ne suis pas arrivée aux mêmes activités que toi, avec les mêmes formations, mais quelque part, c'est mon expérience de vie empirique et beaucoup d'ancrage et de connexion et de projets divers. En effet, j'ai une fondation, vous pourrez un petit peu voir le déroulé de cette vie, ce qui m'a amené aussi et c'est, je crois, aujourd'hui nécessaire, et si ces études CAS existent aujourd'hui, c'est bien parce qu'il faut les professionnaliser, c'est bien qu'au niveau des donateurs, que ce soit les mécènes individuels ou les institutions, les fondations donatrices, les gens veulent avoir des mesures d'impact, veulent avoir des reportings, veulent que la gestion des projets soit faite de manière professionnelle. Et je trouve aussi que quand de l'argent nous est confié pour mener un projet à bien ou pour réussir une belle soirée ou un bel événement de collecte de fonds, mais c'est encore plus important d'utiliser chaque franc de manière efficace parce que ce n'est pas nos fonds, ils nous sont confiés pour qu'on les fasse fructifier. Moi, je pense, Michel, quand on parle de philanthropie, où on est des philanthropes, nous sommes tous philanthropes dans cette salle parce que phil, ça veut dire en grec ancien, aimer anthropos, l'être humain. Je crois qu'on a ça comme fil conducteur. Après, bien sûr qu'il faut rationaliser, bien sûr qu'il faut professionnaliser, mais je pense que quand le discours sonne faux, c'est qu'il ne vient pas d'une vraie adhésion à des valeurs et
un discours d'être humain à être humain. Wow, merci. Merci. Je reviens au cours pratico-pratique, Romina. Une fois identifié, comment procèdes-tu à qualifier cette personne que tu as identifiée ou donateur potentiel et comment tu t'y prends pour développer la relation? Donne-nous quelques petits exemples. Alors, volontiers. Lorsque cela est possible, ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est possible, j'essaye toujours d'établir un premier contact téléphonique plutôt que d'envoyer un courrier ou un email sur une boîte générale. Je rejoins parfaitement Dominique. Voilà, nous sommes des êtres humains et si on veut pouvoir construire un lien de qualité, de confiance et un lien durable, pour moi, c'est important de pouvoir échanger ensemble. Ça, c'est vraiment la première étape pour moi à laquelle je ne déroge presque jamais. Par la suite, je propose une première rencontre dans nos locaux ou là où ça peut convenir à la personne concernée. Et puis, on construit petit à petit cette relation ensemble. Et pour en arriver, parce que je pense que c'est un petit peu la question aussi qui va être posée, j'essaye toujours de faire en sorte d'être à l'écoute, de voir ce qui a un impact émotionnel pour le donateur. Et je vais essayer de tailler un projet sur mesure pour le donateur pour m'assurer que ça corresponde vraiment à ses attentes. Évidemment, il doit aussi correspondre à nos besoins. On ne va pas inventer un projet qui n'a pas de sens pour l'institution. Mais le donateur se sent comme ça entendu, conforté dans l'utilisation de son don. Et je pense vraiment que toutes ces petites étapes permettent de créer un lien durable et de confiance. Merci. Dominique, qu'est-ce qui te freine à poursuivre le développement d'une relation avec une organisation? Bon, je reviens à ce qu'on dit, je crois, les mêmes mots, le même cœur, mais c'est quand la relation humaine ne passe pas, quand le discours n'est pas sincère, ou quand clairement la demande ou le dossier est tellement décorrélé de la réalité qu'on sait qu'on ne peut pas avancer. Je crois que là, c'est une question de bon sens, d'intuition et puis d'analyse aussi de ce qui est présenté. Oui. Merci. Romina, Tiane, vous nous avez fait une belle démonstration comment provoquer un peu le sentiment d'identification au donateur bénéficiaire. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est de la vraie vie, en fait. Alors oui, moi je pense qu'il faut vraiment pouvoir toucher le donateur, susciter en lui un sentiment d'appartenance, en lui démontrant une réalité palpable. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien les inviter à venir nous rencontrer. On peut, avec un historique, l'association existe depuis 1901, montrer bien des choses intéressantes. Et puis, au fur et à mesure de la visite, de la rencontre, on va partir sur le projet qui va nous occuper. Et pour boucler la boucle, eh bien, évidemment, je lui fais rencontrer Tiane. Et tout ce qui a été présenté avant va se concrétiser, au fait, avec cette rencontre. Et là, Tiane, peut-être, je te laisse compléter. Bien. Moi, je dirais qu'effectivement, j'ai aussi l'impression que on favorise. Je vais y arriver. Je suis désolée. Mais oui, en fait, quand on veut sensibiliser quelqu'un ou du monde, disons, c'est bien de mettre les gens, on va dire, un peu en situation pour que la personne puisse ressentir un petit moment soit l'émotion que ça peut provoquer, soit pas forcément de lire en braille, mais je sais pas, par exemple, lorsqu'on fait des sensibilisations plus larges sur le handicap visuel, de temps en temps, on fait des mises en situation, comme on dit, et du coup, je pense que c'est favorable
pour mieux faire comprendre la problématique. Dominique, ça fait longtemps que tu es dans le domaine. On t'a beaucoup approché pour des dons. Parle-nous un peu de tes belles expériences. On en a vécu une ici aujourd'hui. C'était assez unique de savoir qu'il y avait un petit lien entre oui, ton... et puis il y a un autre lien, Tiane. Voilà, je suis vaudoise et j'espère de tout cœur que l'association pour les malvoyants, comment s'appelle-t-elle, l'association vaudoise aveugles et malvoyants aussi, j'espère de tout cœur qu'il y a des collaborations, mais je m'étais personnellement beaucoup engagée pour une soirée de levée de fonds pour la bibliothèque sonore romande et on avait pu financer l'enregistrement de plusieurs livres. Parce que voilà, et on a bien compris grâce à toi à quel point le braille est capital, est essentiel, et puis les livres enregistrés sont aussi importants. Mais je dirais que chaque petit ou grand projet, quand c'est pour une cause qui nous mobilise, il n'y a pas de petite cause, il n'y a pas de cause qui soit dénuée d'intérêt si elles sont vraiment alignées sur le bien commun et sur les valeurs qui nous guident. Alors bien sûr qu'il y a des grandes précarités, où il y a des grands drames. On parle beaucoup des réfugiés, toutes ces personnes déplacées, ces personnes qui n'ont pas de toit, les conditions de vie dans les bidonvilles. J'ai été beaucoup en Asie pour des projets en lien avec de l'éducation avec un grand E dans les bidonvilles. Ça, c'est les grandes priorités, Michel. Après, alors c'est vrai qu'avec 1000 francs suisses en Inde, dans un bidonville, on peut scolariser X enfants, en vacciner tant d'autres. Avec 1000 francs suisses en Suisse, on voit aussi ce qu'on peut faire et on voit le budget pour un livre, mais tous sont nécessaires. Alors quand on discrédite certains budgets ou certains besoins en disant mais en Suisse ça coûte tant, mais à l'autre bout du monde, voilà ce qu'on pourrait... Mais je pense que tout est nécessaire. J'ai organisé aussi tant d'événements, des grands événements à 1000 personnes, des petits, des événements modestes avec les services sociaux. J'étais présidente du bal de la Croix-Rouge, on a levé plusieurs millions. Et alors les gens disent « Ah, mais là, vous organisez un ladies lunch où vous avez 40 000 francs, ou tellement d'efforts, vous n'en avez récolté que 30 000. » Mais avec cet argent-là, on peut changer la vie d'une petite association. Alors, il faut aussi relativiser, et je crois avoir infiniment de respect pour chaque franc qui est donné, qui nous est confié, des donateurs. Et pour avoir aussi, alors peut-être que je déborde un peu, mais ça, je veux le dire, organiser... Maintenant, j'ai passé à des plus jeunes aussi le soin des événements, mais ce sont vraiment des appels d'air pour parler des causes importantes. La corvée des remerciements. Et les gens qui disent, mais bon, à moins de 50 francs, à moins de 100 francs, on envoie un truc chronotypé. Mais ça m'a chaque fois fait bondir en disant, mais qui êtes-vous pour dire que la personne qui verse 50 ou 10 francs n'a pas pris ça sur son nécessaire ? Et qui sommes-nous pour dire celui-là, on va mettre un mot et pas l'autre? Et là, je crois vraiment le montant n'est pas ce qui compte. C'est l'intention de la personne qui donne, parce que je crois aussi à l'énergie qui circule, vraiment à un niveau global. Et puis, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, tous les projets sont nécessaires, toutes les initiatives sont nécessaires, tous les montants qui sont confiés doivent être vraiment valorisés, mais comme la fleur la plus rare. Voilà. Non, je suis d'accord, il faut absolument pas négliger ce mot de remerciement. J'ai mon collègue Max ici dans la salle qui m'aide beaucoup justement à remercier nos donateurs. Et la semaine dernière, je pense qu'en fait, sur une période de 2 semaines, il a reçu on a reçu 3 lettres de donateurs nous remerciant de les avoir remerciés. Bravo Max. Bravo Max. C'est énormément de travail, ces lettres de remerciement. Chacune d'entre elles, j'écris un mot personnel. Et on me remercie. C'est ce qui permet de relancer la relation, de relancer la boucle. On va en parler un petit peu plus tard, mais voilà, c'est un élément crucial dans l'établissement de nouvelles relations et de la poursuite de la relation. Je reviens un petit peu à ce jeu de rôle que vous avez fait toutes les deux. Ma question est à Romina.
il y a une espèce de petite structure quand on présente le contenu d'un projet à un donateur. Parlez-nous un petit peu de cette structure ou du contenu de votre histoire, du story qui amène des dons. Parce qu'il y a quand même une petite formule derrière ça, on est d'accord, hein? Voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que tu aimerais que je parle du contenu de la demande? Peut-être les éléments ou peut-être les sujets qui sont couverts. Ou les titres peut-être. Les titres. Oui. D'accord. Ouais. Alors, Dominique pourra m'arrêter si je me trompe, mais il faut envoyer un document assez synthétique, vu le nombre de sollicitations reçues. Moi, j'aime bien dire one-pager. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de rédiger 50 pages. Ils n'ont pas le temps de lire 50 pages de projet parce qu'à part votre cause, il y a bien d'autres causes qui vont les solliciter. Alors, les objectifs du projet, ça c'est sûr. Les bénéficiaires, l'impact sur le bénéficiaire ou les bénéficiaires, les coûts de façon transparente et présentés de façon synthétique. Si on arrive toujours à pouvoir mettre une petite illustration, ça plaît aussi, parce que justement, on est tout de suite en contact avec la personne concernée. Donc, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure avec cette jeune petite qui apprenait à lire le braille. Et puis, évidemment, le planning sur lequel le projet va avoir lieu et les références contacts en cas de complément qui seraient demandés par la suite. Est-ce que je peux juste dire quelque chose pour Bien sûr. Poursuivre dans ton sens? Vous le mentionniez tout à l'heure, les gens qui vont vous faire confiance ou qui vont vous donner quelque chose seront heureux de venir vous voir. Ils seront heureux de te rencontrer, Tiane, parce que tu es la plus belle ambassadrice. Exactement. Et c'est toi qui parles avec ton cœur et ton vécu. Et bien sûr qu'ils sont sensibles. Et souvent, j'aime dire aussi, quand on co-construit un projet ensemble, ou si par exemple vous avez tant de livres ou tant de nouveaux livres à faire imprimer en braille, c'est trouver des donateurs qui vont s'impliquer quelque part personnellement dans le projet, à qui on ne présente pas un document bien finalisé, bien relié, mais on leur dit: est-ce que vous voulez être co-créateur ou partenaire à nos côtés? Parce que c'est vrai qu'outre le fait de donner, il y a tellement de joie à s'impliquer, et dans un monde qui est compliqué, qui est dur et qui est assez égoïste, c'est vrai que quand on donne à ces gens-là aussi la possibilité d'amener leur créativité, leur input, de leur demander aussi de la réflexion, on découvre souvent des trésors. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Dominique. Merci. Et c'est sûr qu'à un moment donné, quand on présente ce dossier, il faut se rappeler qu'il y a eu toute une relation qui a été développée à l'avance. Elle nous l'a dit. Elle essaie de prendre un compte, elle essaie de les joindre au téléphone, de fixer une rencontre. Il y a déjà eu une discussion par rapport à l'organisation. On a essayé de faire en sorte que la personne s'intéresse à l'association, qu'elle comprenne un petit peu plus les enjeux. Et au moment où on présente le dossier, en fait, il y a un espèce de déclencheur qui dit: on mérite cette opportunité de présenter le dossier. Donc, ce n'est pas durant la première rencontre qu'on arrive avec quelque chose ficelé. On ne se connaît pas encore. On ne va pas demander à quelqu'un dans la rue de se marier du jour au lendemain. On apprend à se connaître nos intérêts, à savoir s'il y a des atomes crochus. On développe la relation sur le long terme. Et cette période de temps entre l'identification d'une personne jusqu'au moment où présenter un dossier, la moyenne, c'est 18 mois, voire 24. Alors, il y a tout plein d'éléments que l'on doit faire avant d'arriver à cette opportunité de présenter le dossier. Et du coup, on arrive à synthétiser un projet assez rapidement parce qu'on n'est plus obligé de présenter l'organisation de long en large. On n'est plus obligé de fournir toutes sortes de données complexes pour que la personne... Ça s'est fait avant. On a discuté avec la personne, on l'a sensibilisée, peut-être qu'on lui a donné une petite brochure, elle est venue dans nos organisations. Voilà, elle a peut-être rencontré d'autres personnes, ce qui est toujours bien, comme dans ce cas-ci, Tiane.
Mais voilà, il faut se rappeler qu'au moment où on soumet notre histoire, où on la raconte, il y a tout un travail en amont qui a été fait. Qu'est-ce que tu fais, Romina, quand tu as des donateurs qui ne répondent pas favorablement à ta demande de soutien? Mais ça arrive vraiment? Jamais. Non, alors, je dois être sincère, c'est arrivé, mais pas souvent, heureusement. Alors, les raisons, elles étaient assez simples, hein. C'était souvent une question de mauvais timing. Donc, on prend contact avec une nouvelle fondation ou un grand donateur, et puis voilà, le budget qui était alloué pour l'année a été dépensé. Donc, on nous invite à revenir l'année suivante. Ça, c'est vraiment une question de timing parfois. Et puis, ou alors, parfois, c'est aussi alors, concernant l'institution ABA, parfois, c'est aussi ce qui nous porte un peu préjudice, c'est le fait que nous ayons une santé financière stable. Alors, pour certains donateurs, c'est plutôt quelque chose de très positif. Ça veut dire que l'argent est bien géré, est utilisé à bon escient. Mais parfois, certains grands donateurs veulent soutenir des institutions qui ont une santé financière un petit peu plus fragile que la nôtre. Oui. Voilà. Ça peut être un des motifs. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au fait, tu maintiens la relation. Absolument. Tu passes pas, tu tournes pas la page, tu reconnais qu'il y a certains éléments, il y a des raisons pour lesquelles une personne refuse. Généralement, c'est, comme tu as dit, le timing. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose dans la vie de la personne qui fait en sorte que, elle ne peut pas donner à ce moment-là. Des fois, c'est peut-être aussi le montant qui est demandé. Peut-être qu'on a demandé une somme trop grande ou trop petite. Hein, ça peut arriver dans les deux sens. Des fois, c'est peut-être le projet qui ne colle pas, finalement. Ça m'arrive au CHUV. Voilà. Je travaille sur un projet sur les années et puis j'en ai un superbe. Et finalement, la personne me dit non, moi, je veux plutôt installer des rampes pour les aînés. Et moi, je vais parler d'un projet de formation pour le personnel, pour qu'il soit plus accueillant envers la personne aînée. Pour eux, ce n'était pas assez direct. Voilà, c'est comme ça. Donc, refus, c'est le timing, le projet, le montant. Ça peut être aussi peut-être une hésitation par rapport à l'organisation. Peut-être qu'on ne la connaît pas assez bien et puis du coup, on se pose peut-être des questions sur l'organisation et ça comprend le leadership de l'organisation. Donc ça veut juste dire qu'il faut retourner un petit peu en arrière et redémarrer le travail de développement. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Moi, je dois être moins bonne ambassadrice ou j'arrive moins à convaincre les gens que toi parce que je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit « Vous êtes très gentil, votre projet tient la route », mais non, parce qu'il faut dire aussi que je porte tellement de projets. Et un ami qui était directeur de la clientèle privée de l'UBS pour la Suisse romande disait à un ami commun il y a quelques années, chaque fois que je déjeune avec Dominique, ça me coûte 20 000 francs. Je disais, ben au moins, alors que vous êtes en train de payer des amendes faramineuses aux États-Unis, au moins là, vous avez un peu d'argent qui est bien utilisé. Mais c'est vrai que le refus, il est humain. Le refus, il faut aussi savoir que ce n'est pas forcément par rapport à nous, mais c'est par rapport à une incapacité liée au budget, liée au projet. Et j'ai envie de dire que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, des gros montants, certaines grosses fondations qui veulent justement de l'impact n'aiment pas soutenir des petites associations. Ça leur demande trop de suivi en interne. Par exemple, pour certains family office, certains aiment soutenir des organisations qui ont déjà quelques années d'existence. Alors qu'il y en a qui sont peut-être plus aventuriers ou entrepreneurs et qui aiment s'engager pour... Voilà. Et puis, alors je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, Michel, ou si j'anticipe une question, mais il y a ceux qui s'engagent parmi les grands philanthropes du monde. Puis là, on a peut-être
en tête l'exemple des Gates avec leur fondation Bill et Melinda qui ont vacciné l'Afrique entière. Enfin, il y a des fondations énormes et il y a des gens qui mettent une grosse partie de leur fortune et ils font vraiment changer les choses. Et puis, il y en a d'autres qui ont beaucoup de moyens et puis qui décident d'agir par coup de cœur, par petits projets, dans différents domaines, selon aussi les rencontres de la vie, ce qui s'appelle la trust-based philanthropy. C'est celle à laquelle j'adhère. Et puis j'ai appris en fait récemment que c'était aussi une école ou un mode de fonctionnement qui avait été identifié, pour lequel il y a maintenant beaucoup de théories qui sont... Mais en fait, voilà. Donc, dans cette approche, il y a des petits montants, il y a des gros montants, mais bien sûr qu'on essuie des refus. Mais je pense que quand la relation est installée, comme tu le mentionnais tout à l'heure, ne jamais renoncer, toujours garder le lien, parce qu'il y a aussi d'autres manières de demander de l'aide qu'un soutien financier. Ça peut être un soutien en ressources humaines, en compétences, en capacités. Voilà, et je pense que c'est ça aussi. Il ne faut jamais oublier. Si je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose. Alors, je pense qu'il ne faut pas forcer la main à un donateur pour un projet qu'il n'a pas aimé. Donc ça ne sert à rien de revenir à la charge sans arrêt avec ce même projet. Voilà, on se laisse du temps, on essaie de comprendre les raisons qui ont poussé à ce refus. Et puis, je voulais juste te rejoindre sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, Dominique, c'était les remerciements. Qui sommes-nous pour dire c'est un grand ou un petit don ? Alors nous, on a constaté au sein de l'institution que, alors nous, on remercie tout le monde. En dessous de 2 francs, là, ça paye juste plus le timbre. Des fois, je décroche quand même mon téléphone, mais j'avoue que je ne le fais pas pour un don en dessous de 2 francs. Mais tout le monde reçoit des remerciements. On a remarqué que certaines personnes qui étaient, entre guillemets, de petits donateurs, parce que pour moi, il n'y a pas de petits donateurs, chaque don compte, eh bien, voilà, 5 francs ce mois-ci, 15 francs le mois suivant, 50 francs 6 mois plus tard, finalement, ces personnes, étant donné qu'on a toujours remercié pour leurs dons, ils nous ont couché sur leur testament. Donc, voilà, le respect qu'on va avoir envers les donateurs, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est peut-être pas quelque chose d'immédiat là maintenant tout de suite, mais dans un futur, ça peut avoir un impact conséquent. Et puis tu vois, c'est très beau ce que tu dis, mais je trouve, et l'expérience a démontré, c'est très dangereux de ne fonctionner qu'avec quelques très gros dons ou quelques très gros donateurs. On se dit, oh formidable, on a ce qu'il faut et on ne cherche pas plus loin. Parce que le jour où ils font défaut, le jour où il y a, si c'est une famille, grosse famille, un changement de génération, et puis les héritiers vont vouloir, on se retrouve avec un immense trou. Donc il faut valoriser les petits montants, il faut valoriser les gros, les individuels, les institutions, voilà, quelque part. Sécuriser les apports de fonds. Ça va être ma dernière question parce que j'aimerais bien pouvoir vous inviter à préparer vos questions. Donc, je vous laisse une petite voilà. Dominique, ma dernière question à toi, c'est quand on s'est parlé pour cette table ronde, tu parlais qu'il fallait s'ouvrir à d'autres formes de philanthropie. Parle-nous un petit peu de tes expériences de partenariat. Oui, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Outre l'aspect financier, évidemment, depuis quelques années, je dirais depuis 2008, il y a peut-être moins d'argent. En tout cas, les banques et certaines institutions qui avaient un budget relativement confortable pour financer des événements de levée de fonds se sont vues aussi beaucoup plus contraintes et disaient, mais enfin, on peut moins faire. Mais j'ai dit, il y a d'autres manières. Vous retroussez les manches, vous consacrez quelques jours. Par exemple, il y a pas mal d'entreprises qui proposent à leurs employés annuellement de passer 1, 2 ou 3 jours sur des projets qui leur tiennent à cœur. Et puis, quelque part, pour ces collaborateurs, ça leur remplit le cœur, probablement qu'ils retournent au travail encore beaucoup plus motivés. C'est du team building, c'est aussi la capacité voilà, de mettre des informaticiens à disposition, c'est aussi des avocats qui ont un peu de temps ou qui sont à la pré-retraite, qui me disent « mais
tu as beaucoup de chance parce que toi, tu fais vraiment ce que tu es né ou ce qui t'aligne dans ta vie. Nous, j'ai dit, mais il y a des requérants des îles qui ont besoin d'aide pour remplir leur dossier. Ou toi, tu parles une langue, tu peux aussi aller aider des gens qui viennent d'arriver. Enfin, il y a 1000 façons de se rendre utile, il y a 1000 façons d'être ouvert à l'autre qui débordent très, très, très largement le seul don financier. Et puis, je répète, les collaborations ou le fait de s'ouvrir à d'autres réseaux, j'ai des demandes incessantes et là aussi je ne compte pas, mais de dire mais comment est-ce que vous pouvez m'aider et avez-vous des recettes? Non, il n'y a pas de recettes, mais je dis mais ouvrez-vous les uns aux autres. Je mentionnais tout à l'heure l'association vaudoise pour les aveugles et les malvoyants et j'appelle de tous mes voeux qu'il y ait peut-être plus de collaboration entre vous et que vous puissiez peut-être, de par une énergie, une synergie nouvelle, ouvrir des canaux d'afflux de fonds plus grands que vous n'auriez pas imaginé. Moi, je dis ça à des grands acteurs de l'humanitaire, à des petits, je les réunis à la maison, je leur dis écoutez-vous, parlez-vous. Voilà, quelquefois je les réunis, j'invite des amis banquiers, ils savent qu'ils vont se retrouver de plein de banques différentes, j'invite des journalistes. Maintenant, je dis on partage les projets, on met en commun le plus grand dénominateur commun. Ça, Michel, alors c'est pas seulement des nouvelles formes de philanthropie, mais c'est des nouvelles formes de collaboration ou de partenariat, parce que je leur dis à tous, vous êtes, le temps qu'on est là au service de ces causes, nous sont confiés, un jour on ne sera plus là, mais les bénéficiaires, les destinataires seront toujours là, et si on voit comment va le monde, je dirais qu'il y aura de plus en plus de besoins, et il faut se mettre toujours, avoir en tête les bénéficiaires. Peut-être les structures sont appelées à évoluer. Moi, j'appelle les structures aussi à imaginer des rapprochements pour aussi avoir des frais de fonctionnement beaucoup plus maîtrisés. Parce que les donateurs aujourd'hui veulent, et ça c'est aussi un problème, financer les projets, que l'argent aille aux bénéficiaires. Mais les coûts de fonctionnement des êtres humains qui gèrent, il faut bien que quelqu'un aussi soit d'accord de les payer. Alors il y a des pourcentages qui sont admis, il y a des gens qui comprennent. Ça, c'est plus compliqué. Donc moi, c'est ce que je fais aussi beaucoup dans ma vie, c'est de mettre les acteurs. Je suis aussi très active dans tout le domaine culturel, de mettre les différents acteurs, de mettre les danseurs de Béjart, de mettre les gens de Chaplin, de mettre les rencontres du 7e art de Lausanne, de mettre les gens, les artistes, les créatifs ensemble. Et de dire, vous avez tous besoin d'argent, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire entre vous et de communiquer vis-à-vis du grand public, voilà, avec des projets innovants, vous êtes des artistes, ouvrez, jetez des ponts. Et quelque part, l'argent vient d'une manière beaucoup plus surprenante et quelque part, les adhésions sont aussi là. Moi, je crois qu'on est aujourd'hui dans un moment où on est interconnectés, où il y a beaucoup, on le voit dans les programmes universitaires, les programmes de formation, toutes ces passerelles dans le business, les chaires universitaires, les êtres humains doivent se parler, les ONG doivent se parler, les donateurs aussi doivent se parler. Vous parliez de la soirée du bilan, la soirée des philanthropes de Suisse, où j'ai aussi été appelée pour intervenir fin novembre, pour aussi dire on doit commencer de penser différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai aussi élargi le... C'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule parmi vous? Des questions? J'en prends peut-être 2 à la fois. Oui. Merci. Une autre question? Entre-temps, okay. Super. Bonjour, Marisa Frère. Je suis donc de la volée du cast de cette année. Je suis là pour la Fondation Astram. Je vous remercie pour vos interventions et puis je vous remercie aussi pour cette vision de la relation entre nous qui cherchons du soutien pour nos bénéficiaires et la relation avec les donateurs. Moi, j'ai une question parce que c'est les difficultés que je rencontre, c'est quand les fondations donatrices ne veulent pas établir ce contact. Moi, j'ai quand même quelques refus, ne serait-ce que d'un entretien téléphonique ou d'une rencontre. Et c'est assez déstabilisant, en fait.
Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que fait la Fondation Astram? Très Parce volontiers. que je me suis longtemps occupée des Ladies Lunch de Lausanne Oui, et je sais qu'on avait eu une demande. tout à fait. Je sais même pas, je me rappelle plus si on était entré en matière. Par contre. Vous êtes entré en matière. Ah. Oui, oui. Tout à fait. La Fondation Astram a pour mission de soutenir les enfants et les familles lors de bouleversements de la vie tels que le deuil, les maladies graves, les séparations et la fragilité psychique. Et on est actif dans toute la Suisse romande. Magnifique. Alors, je ne sais pas si la question m'était posée. D'accord. C'était pour l'ensemble. Peut-être que je vais prendre une deuxième question. Oui. Et puis peut-être, Romina, tu pourrais répondre à la première ou tu... Bien sûr. Oui, ok. Une deuxième question, oui. Bonsoir, je m'appelle Valérie. Je suis très contente d'être là, donc merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'ai plutôt une remarque. J'ai longtemps habité aux États-Unis et le fundraising fait vraiment partie de la culture américaine, mais à un niveau complètement différent. Donc, les enfants qui sont à l'école publique, les parents sont demandés de participer pour lever des fonds, mais à un niveau peut-être plus petit, mais il y a une espèce d'implication qui fait partie de la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Moi, ma question, ou plutôt ma remarque, c'est... J'ai l'impression qu'il y a peut-être un inconfort par rapport à la relation des gens avec l'argent déjà, parce qu'on ne parle pas facilement d'argent ici. Peut-être les Américains ont une plus grande facilité à parler de l'argent, mais aussi peut-être impliquer les enfants dans leur apprendre. L'apprentissage du don chez un enfant est peut-être très important. Moi, j'ai des parents qui m'ont toujours appris depuis toute petite qu'il était important de donner, pas forcément de l'argent comme ça, mais aussi donner de son temps. Et si on pouvait peut-être changer les mentalités ici, déjà avec les enfants, ça nous permettrait peut-être d'évoluer. Et pour les fondations qui recherchent à faire des levées de fonds, peut-être d'impliquer les enfants sur des petits projets, et pas juste voir les parents ou les grandes fortunes, mais peut-être en faire partie un peu, l'intégrer un peu peut-être comme dans un jeu ou comme dans une activité, je mets des guillemets, et d'intégrer ça dans notre culture et dans la culture protestante ou même la culture américaine protestante. C'est très habituel de donner et de partager déjà de son temps. Et dans les écoles, les enfants souvent font du community service. Donc, quand on applique pour une université aux États-Unis, on met dans son CV, voilà, j'ai travaillé sur ce projet. Donc, pour moi, c'est plutôt un changement de mentalité dans la société. Et j'ai remarqué en revenant en Suisse, la plupart de mes amis ne sont déjà pas du tout impliqués ou sont très inconfortables ou peut-être feront un chèque à Noël à la Croix-Rouge, mais voilà, ils donneront 100 francs. Donc, je ne dis pas que c'est beaucoup, pas beaucoup, mais c'est peut-être aller réfléchir différemment. Et c'est comme vous avez dit, Madame Brustein-Bobst, faire des connexions... Dominique. Peut-être faire des connexions et peut-être réfléchir, comme vous dites, ouvrir les choses et réfléchir autrement, plutôt que de suivre d'une manière, je ne vais pas dire scolaire, parce que c'est très bien que ce soit introduit chez nous, mais peut-être le faire un peu différemment. C'est juste une petite question et un point d'interrogation. Merci. Merci. Romina, est-ce que j'ose te demander de répondre à la première question sur que faire, comment on ouvre les portes quand elles sont fermées à clé? On y va au marteau-piqueur. Non, alors, je pense qu'il ne faut pas... Si vous avez établi un premier contact téléphonique et qu'on n'a pas voulu vous accorder du temps pour une rencontre, peut-être essayer d'envoyer de temps à autre des nouvelles de votre institution, mais pas forcément un projet. Les inviter à un de vos événements, essayer de faire partager la vie de votre institution. Il y a des moments pour donner et il y a des moments pour recevoir. Et je pense qu'avant de vouloir recevoir, il faut aussi prendre le temps de donner. Et ces petites actions où on va les inviter à partager des moments qui sont importants pour la vie de notre institution, ça peut être une des portes d'entrée. Merci. Si j'ose partager, avant, quand j'ai travaillé à l'université McGill, je devais rencontrer un minimum de 100 personnes par année. J'avais une assistante à temps plein qui faisait 1000 téléphones par année pour que je puisse avoir ces rendez-vous. Donc j'étais toujours en vadrouille, on va dire. Et si elle appelait, elle disait « Bonjour, mon nom est elle s'appelait Mercedes Delacroix », la ligne se raccrochait tout de suite. Quand elle appelait et disait «
Bonjour, j'appelle de l'Université McGill de la part du doyen. Il souhaiterait, avec sa collaboratrice Michel, prendre contact avec vous. Michel sera à tel endroit, telle ville. Est-ce que vous seriez disponible pour la rencontrer? Ça changeait tout de suite la chose. Donc, c'était plus Mercedes qui faisait la demande, mais c'était le doyen qui m'avait délégué la tâche de rencontrer cette personne. Et ça, c'est important dans le domaine du fundraising. C'est qui fait la demande. Par exemple, il y a samedi, j'étais à l'hôpital, on avait une journée de porte ouverte. Et puis, bien sûr, le directeur de l'hôpital n'a pas forcément le temps d'écrire des lettres de remerciement. Alors, j'ai Max qui me compose des très jolies lettres de remerciement. J'ai invité des donateurs à ma présentation. Et il y a une donatrice qui est allée voir le directeur général pour le remercier de sa lettre de remerciement. Parce que voilà, ça l'a beaucoup touché. Et puis, la relation, elle dure depuis très longtemps maintenant. C'est juste pour dire que soyez stratégique par rapport à quand vous prenez ce premier rendez-vous ou cette première prise de contact, qui est la personne qui vous incite, qui est derrière vous pour ouvrir cette porte. Donc moi, j'en ai toute une liste de donateurs que j'aimerais bien pouvoir rencontrer, mais je n'ai pas encore trouvé la porte d'entrée, la personne qui va pouvoir m'introduire. Alors j'attends. Oui, alors là, Michel, en fait, ce que tu dis me donne une idée, mais qui marche assez bien. Il faut un peu réfléchir. Beaucoup de fondations et d'associations me disent, mais comment justement arriver à la bonne personne et comment se faire connaître peut-être dans d'autres réseaux. Et j'ai dit, si vous trouvez quelques ambassadeurs ou quelques noms de personnes, de personnalités qui adhèrent à votre cause et qui quelque part soutiennent votre projet, que ce soit pas forcément des politiques actifs, on met tout de suite une couleur ou une connotation, mais il y a aussi des politiques des hommes, des femmes, peut-être à la retraite, des artistes, des gens engagés pour les droits humains. Ça ouvre des portes. Après, dans le cadre de votre association ou de votre fondation, réfléchissez à qui compose, au fond, le conseil ou l'association. Ça aussi, c'est stratégique. Et puis, il ne faut pas hésiter, parce que les gens s'endorment un petit peu. Une fois, il faut leur dire, mais on a besoin de vous pour ça et ça. Alors évidemment, ça, c'est celui qui est en charge, comme vous l'êtes, d'aller solliciter. Puis de prendre peut-être aussi des avis de personnes seniors, plus seniors dans l'organisation, aussi pour vous épauler. Mais ça aussi, c'est quelque part une alchimie de noms qui sont des appels ou qui, quelque part, permettent d'ouvrir les portes. Parce que c'est vrai qu'autrement, on ne sait pas comment faire. Et le dossier, aussi bon soit-il, reste en dessous de la pile. Et ça, ce n'est pas juste. Peut-être un petit commentaire suite à votre expérience ou votre retour en Suisse. Le monde de la philanthropie ou les dons, ce qui est un peu documenté, c'est que ça représente environ 2 milliards de francs suisses qui sont donnés par année en Suisse. Plus de 80% des ménages donnent, et ils donnent par ménage environ 300 francs, ce qui est quand même beaucoup de générosité quand on y pense. 80% de la population qui donne, c'est énorme. On est quand même un tout petit pays. La philanthropie est très culturelle. On a surtout, si on regarde le canton de Genève, il y a des fondations qui donnent énormément et on voit absolument aucune plaque. Mais c'est comme ça, ça fait partie des us et coutumes du pays, des personnes qui habitent ici. Et notre rôle en tant que fundraiser, c'est justement de propager cet intérêt pour la philanthropie, d'en parler plus ouvertement. Parce qu'en quelque part, je sais que Romina nous a présenté son projet avec un budget, mais derrière, en quelque part, l'histoire, c'est pas le budget. Au fait, on parle du projet et de l'impact du projet qui se traduit éventuellement par des ressources qu'on a besoin. Mais on ne parle pas d'argent en fundraising, même si on parle de fund, F-U-N-D, mais on parle de projet, on parle de défis, de challenges et de solutions. Et comment on aimerait travailler avec ces personnes qui sont dans notre entourage, le donateur, des partenaires, des experts, à réaliser ce projet. Voilà, ça serait peut-être un peu un petit clin d'œil. Oui, par rapport à la culture anglo-saxonne, c'est vrai, pour rappeler ce que tu dis,
la culture suisse est extrêmement discrète. Les gens disent peu, voire trop peu, parce que c'est vrai que de dire un peu, ça fait du bien, puis ça peut ouvrir des portes, et puis ça peut permettre à des gens qui sont en recherche de pouvoir s'engager, de dire « Ah, il y a tel projet ». Moi, souvent, je dis « Allez à la paroisse, vous voulez aider, vous voulez… Alors, allez demander, il y a tant à faire ». Mais on est très discret. C'est le pays où, par rapport au nombre d'habitants, il y a le plus de fondations au monde, ou d'associations. Les fondations, il y en a peut-être 15 000, 17 000. Alors, beaucoup sont dormantes, il y en a des très grosses, des fondations donatrices, il y en a qui fonctionnent avec des petits budgets, mais c'est d'ailleurs beaucoup trop. C'est aussi, quand on me demande, on me dit j'ai un bon projet ou j'ai de l'argent, je veux faire une fondation, je dis surtout pas, il y a d'autres moyens pour quand même pouvoir affecter un don identifié, mais sans avoir la lourdeur d'une fondation. Mais pour en revenir à la culture anglo-saxonne, oui, peut-être on parle de manière trop ouverte d'argent, mais en même temps, c'est dans l'histoire, dans la culture, où tout le monde s'engage et où ça fait partie vraiment de l'éducation avec un grand E. Mes 4 enfants étaient dans le système anglo-saxon pour commencer. J'ai une fille de 39 ans, ma fille aînée, et déjà à l'époque, il y a 35 ans, elle était en kindergarten, il parlait de recyclage des déchets. Il s'occupait de trouver de l'argent pour un orphelinat en Tanzanie. Et nous, on disait, mais c'est extraordinaire, ça n'existe pas ici. Peu à peu, dans les mentalités, ça s'ouvre. Il y a quand même pas mal… Alors, bon, là, si je parle du réseau des écoles privées, de ceux qui se préparent au IB, anglo-saxons ou même français, les heures de Community and Service sont obligatoires pour valider, au fond, la possibilité de passer les examens. Et ça, c'est très bien. Moi, j'en ai eu des groupes de jeunes pour lesquels il fallait aussi signer et cocher pour des événements. Voilà, ça leur mettait le pied à l'étrier. Après, dans le système public, il faut aussi avoir le lien avec les responsables de l'éducation. Moi, je suis en lien avec les responsables dans le canton de Vaud pour aussi ouvrir les cœurs et les consciences au fait d'aller parler aux enfants et d'aller leur présenter des projets. Alors maintenant, évidemment, ce qui est très porteur, c'est tout ce qui est en lien avec l'environnement. Et l'éducation publique est ouverte et est encline à aménager dans sa pédagogie des heures pour finalement engager, motiver les enfants à s'impliquer. Ça vient, mais évidemment, ça met du temps. Mais c'est vrai aussi que si on va avoir des adultes conscients, efficaces, il faut les former quand ils sont petits. Et c'est peut-être aussi la chance de la mixité de cultures qu'on a ici dans ce bassin lémanique, où il y a quand même beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'organisations internationales. Il y a aussi de quoi faire pour avoir un terreau fertile. Mais ce que Gandhi disait, « Be the change you want to see in the world ». C'est notre responsabilité à chacun. Je réalise qu'il est 7h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que il y a d'autres questions? Je vais essayer de faire vite. Je m'appelle Julie Cabrol, je travaille pour le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre à Genève. Et nous avons parfois essuyé des refus de la part de mécènes qui nous répondaient que finalement, on est subventionné en partie par le DIP, par l'État. Donc, ce n'était pas vraiment à eux de financer certains projets. Et je voulais savoir comment vous proposeriez d'adresser cette problématique-là. Moi, je vous propose de vous mettre en contact avec l'école de musique de Lausanne, qui regroupe toutes les différentes écoles d'enseignement de musique, que ce soit le conservatoire et puis la virtuosité. Il y a la fondation de Ribot-Pierre Grasse. Ils m'ont contacté il y a des mois en me disant « Est-ce que vous pouvez réfléchir ?» Parce qu'on a justement ce problème. J'ai dit « Mais on va commencer par élargir aussi la vision. Et puis si vous commenciez d'intégrer aussi des personnes, offrir la possibilité à des enfants de familles à revenus très modestes de pouvoir étudier la musique, c'est comme l'accès au sport, c'est quelque part un droit. Et puis après, il y a l'accueil des réfugiés. Est-ce que pour eux, il y a une offre ? Et puis pour les personnes en situation de handicap mental, est-ce qu'il y a aussi la capacité de les intégrer ? Alors ça a ouvert des portes et ça a ouvert des synergies qu'on n'aurait pas imaginées. Donc très volontiers, je peux vous donner les coordonnées tout à l'heure, parce que ça a quelque part élargi et permis, et ça c'est peut-être aussi
Ça ne doit pas être opportuniste, ça doit correspondre à quelque chose aussi de nécessaire par rapport au terreau genevois, qui n'est pas si différent du terreau vaudois, mais qui quelque part vous permet de vous ancrer avec une communication différente. Merci. Autre question? Non, c'est pas une question, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait, en fait, la philanthropie, c'est pas seulement donner de l'argent, mais ça a souvent permis à des projets pionniers de commencer. Et en fait, souvent, quand vous travaillez dans la santé, quand vous travaillez dans le handicap, quand vous travaillez dans la culture, on vous dit, mais il y a des subventions. Et vous allez faire en sorte d'avoir une offre qui n'existe pas encore, comme l'a dit Dominique avant, et vraiment d'être initiateur dans vos projets. Et je pense que ça, c'est des choses auxquelles les fondations et les donateurs, les mécènes sont très sensibles. Ça, c'est vraiment particulier je trouve, pour les organisations qui sont subventionnées. Soyez initiateurs, soyez vraiment, ayez des idées qui n'existent pas encore. Et si vous arrivez à prouver ça, vous avez un levier extrêmement puissant pour lever des fonds. Merci de votre intervention. Je suis adepte de haute montagne, c'est là où quelque part je trouve aussi l'ancrage et le ressourcement. Et j'ai dit ouvrez des voies. Ouvrir des voies, c'est en effet trouver de nouvelles manières de faire. Et par rapport aux fonds publics, aux fonds privés, il y a des projets sociaux, il y a des projets importants. Notamment, je vais vous donner un rapide exemple d'une galerie qui s'appelle Syndrome Artistique, une galerie d'art ouverte à Lausanne, qui expose des œuvres d'artistes en situation d'autisme et de handicap mental. C'est une première européenne d'avoir pu ouvrir une galerie qui, quelque part, met en valeur le handicap. La différence, c'est comme le sport handicap permet de valoriser. Et il a fallu quelques années de fonds privés qui ont cru au projet jusqu'à ce que l'État fasse le constat que non seulement c'est un projet merveilleux, que ça draine une belle attention, que c'est très bien pour le centre de Lausanne, et que en plus ça donne des jobs à des personnes en situation d'autisme qui s'occupent de la galerie. Et maintenant, les fonds publics commencent d'arriver. Et peu à peu, il n'y aura plus besoin de fonds privés. Mais quelquefois, il faut que la première amorce se passe par du privé. Et bien souvent, c'est un mix. C'est un mix des deux, oui. Je sais qu'il y a un apéro qui nous attend. Je voulais quand même partager quelques petites théories dans le domaine du fundraising. Comme ça, vous sortez d'ici avec des petites connaissances. C'est un clin d'œil de ce que le CAS nous enseigne. Alors, il y a des principes. Les principes, c'est qu'avec les donateurs, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un intérêt commun, un intérêt chez la personne par rapport à votre organisation ou ce que vous faites. Il faut aussi que la personne ait la capacité financière à faire un don. Okay? Ça, c'est les 3 éléments clés. Donc, quand Romina fait sa recherche online, ou quand elle parle à son réseau, etc., ou quand moi je le fais, et Dominique aussi, ce sont les 3 ingrédients principaux. S'il y a le lien et la capacité, mais pas l'intérêt, ça ne marchera pas. Ça veut dire que la personne n'est pas intéressée à ce que vous faites. Si la personne a un lien et un intérêt, mais n'a pas les moyens financiers, peut-être qu'il faut explorer un autre type de relation. Peut-être c'est du bénévolat. Peut-être que c'est un ambassadeur ou une ambassadrice qui peut ouvrir des portes. Et quand vous avez intérêt et capacité, mais pas de lien, la porte ne s'ouvre pas. Alors ça, c'est le premier. Deuxième, une fois qu'on a identifié quelqu'un et on s'imagine qu'on a fait notre bonne recherche, on a identifié la capacité, le lien, l'intérêt, on a trouvé toutes sortes d'informations, on a peut-être parlé à notre réseau, à dire est-ce que vous connaissez telle personne. On a accumulé un certain volume d'informations qui nous donne le courage d'essayer de les contacter pour aller valider nos recherches. Donc ça, c'est l'étape où on qualifie la relation. On qualifie que bel et bien cette personne s'intéresse à notre domaine. Si on a fait nos devoirs correctement,
on passe à la prochaine étape parce qu'on l'a mérité, on a pu impressionner la personne devant nous, qu'on a bien fait nos devoirs, etc. Et on développe la relation. Et comme je disais, cette partie peut prendre jusqu'à 18 mois. Ça peut être une invitation, ça peut être toutes sortes d'activités, je vais présenter ça après. Une fois on se connaît bien, il y a un moment déclencheur. Il n'y a pas de formule magique et ce n'est pas notre calendrier à nous, fiscal, du 31 décembre qui va dicter ça. C'est le développement de la relation. Il faut le respecter. Ça se mérite de demander à quelqu'un pour des fonds. Mais il y a un moment, vous allez le ressentir en vous, si vous êtes bien connecté avec la personne devant vous, que c'est le moment de dire, écoutez, est-ce que je pourrais vous présenter un dossier, j'aimerais vous demander de contribuer à la hauteur de, je ne sais pas, 100 000 francs pour telle étude, tel projet. Et ensuite, zip, on écoute la réponse. Si tout va bien, voilà, je vous ai mentionné les raisons pour les refus. Peut-être que le montant est trop gros. Il y a toutes sortes de stratégies de négociation. Et c'est là où j'appelle un petit peu la sollicitation. Ensuite, voilà, il y a tout un processus en place. Si la réponse elle est oui, on passe dans une étape plutôt administrative. C'est-à-dire qu'on va documenter le don, on va informer les gens. Voilà, c'est tout un travail administratif. Ça, c'est relativement court. Et ensuite, j'ai parlé de l'importance du remerciement. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de relancer la relation et de recommencer à zéro. Pourquoi ? Parce que nos vies changent, les fondations évoluent, les donateurs évoluent. Et donc, on redémarre à la case départ, on requalifie le donateur, savoir où est-ce qu'ils en sont, comment ça se passe dans leur vie, pour pouvoir redévelopper. Et là, cette fois-là, quand on est dans peut-être le deuxième don avec eux, ce processus n'est pas 18 mois, mais peut-être une rencontre, 1 heure à peine. Et puis on recommence. Alors, j'ai parlé de développer l'engagement. Donc une fois qu'on a identifié quelqu'un, qualifié quelqu'un, ou identifié quelqu'un, on passe à la prochaine étape qui est de développer l'engagement de l'organisation. Donc, admettons que j'ai trouvé, je dis comme ça, on a parlé de la Fondation Gates, je dis, voilà, je pense qu'ils sont intéressés à tout ce qui est santé globale, humanitaire, au CHUV, par exemple, on travaille sur le vaccin, sur le VIH, peut-être que ça va les intéresser, j'ai fait mon devoir. Ensuite, l'idée, c'est comment est-ce que je vais trouver des stratégies, et c'est ça notre job en tant que fundraiser, c'est de trouver des méthodes, de les rapprocher à de l'organisation. Donc, de passer de cette étape où eux, ils sont complètement dans le noir, ils ne connaissent même pas, à comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils commencent à participer, ils viennent au CHUV, ils nous rencontrent, ils s'approprient de notre organisation au point tel où ce déclenchement du don se fait. Next. Alors ça, c'est le développement d'une relation. Ensuite, il y a un autre outil que j'aime bien utiliser parce que souvent, on a peut-être plusieurs donateurs dans notre base de données. Comment on sélectionne ? Alors, si la personne nous connaît très bien, c'est-à-dire peut-être qu'ils nous ont rencontrés, etc., ils sont venus, ils étaient peut-être des patients au CHUV ou un proche d'un patient, ou voilà, dans votre organisation, ils connaissent peut-être des bénéficiaires ou pas, ou peut-être que vous êtes dans leur environnement. Donc, selon le niveau d'engagement et selon leur capacité financière qu'on a vu au tout début, la case A, c'est vos top donateurs. C'est avec eux que vous voulez trier et commencer à développer une relation avec eux. La case B, c'est des personnes qui ont peut-être énormément de moyens, vous avez fait vos devoirs, vous les avez bien identifiés, il s'agit de développer une stratégie pour les rapprocher de vous. Ceux qui sont dans la case C, ils ont aussi les capacités à faire un don, peut-être plus petit, donc selon vos besoins financiers, peut-être les mettre en priorité numéro 3. Et ici, on parle vraiment de fundraising pur dur. On ne parle pas de, voilà,
Il y a des gens, quand je dis pas prioritaires, c'est d'un point de vue financier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prioritaires pour notre organisation. On peut peut-être les impliquer autrement. Mais voilà, quand on a des objectifs très clairs à remplir, il faut faire un tri. Donc voilà, c'est un petit peu l'organisation des donateurs. Next and last. On a parlé de comment identifier des donateurs, mais aussi comment trouver des appuis pour nous aider dans le développement de nos stratégies. Alors, les gens qui sont très en gras, conseil, donateur majeur et la direction, ce sont vos personnes qui peuvent vous appuyer en tant que fundraiser dans l'élaboration d'une stratégie. Ils peuvent vous aider à identifier des donateurs, les qualifier, développer la relation, les solliciter et les remercier. Donc ça, c'est vraiment votre noyau. Ce sont un network, un réseau très important sur lequel nous, les fundraisers, on peut s'appuyer. Ensuite, plus on s'éloigne du cercle, c'est quand même des gens qui peuvent nous aider, mais voilà, ils sont un petit peu moins impliqués sur le niveau d'engagement. Mais voilà, c'est un peu comment identifier et trouver des assises pour vous aider dans vos activités de fundraising. L'apéro commence, continuons. Je vous remercie toutes les trois. Ça a été un vrai sprint. J'avais plein d'autres questions, mais peut-être que, voilà, à l'apéro, elles sortiront par les gens. Je vous remercie aussi beaucoup de votre participation, de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Moi, je serai là à l'apéro. Et puis, je pense, nous trois. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les 4 intervenantes pour tous ces échanges. Et puis qu'effectivement, on vous invite à continuer avec un verre parce qu'il se fait tard et qu'on a tous faim et soif. Merci beaucoup.